Nous allons parler tout de suite du Covid-19. Comment organiser la riposte en milieu carcéral? Ce sera le thème que nous allons évoquer avec notre invité du jour. Tout le monde le sait. Désormais, plusieurs cas d'infection au coronavirus ont été détectés au niveau de la prison civile de Lomé, d'où l'urgence d'organiser une riposte en milieu carcéral. On parlera de ce sujet avec notre invité, le docteur Michel Kodom. Docteur Kodom, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être notre invité. C'est moi qui vous remercie de nous avoir invités. Alors, avant de parler plus spécifiquement de la riposte en milieu carcéral, je voudrais faire un peu le point avec vous. Aujourd'hui, on a à un moment donné pensé qu'on avait la situation sous contrôle, mais quand on voit les nouveaux chiffres depuis plusieurs jours, tout semble aller dans tous les sens finalement. Qu'est-ce qui ne va pas bien ? Merci. Ce que je vais vous dire d'emblée, c'est que nous n'étions pas trop optimistes quant aux chiffres ou bien la stagnation que nous avons constatée à un moment donné. C'est vrai, c'était flatteur, mais pour nous, c'est de se projeter jusqu'à fin mai, mi-juin, si nous arrivons à contenir la propagation donc du coronavirus dans la communauté autour de nos chiffres qui avoisinent donc les 150, 170 maintenant. Et nous tablons jusqu'à 500, je pense qu'on peut dire victoire parce que nous n'avons pas encore atteint le pic de contamination communautaire. Et c'est ce qu'il faut craindre et nous l'avons constaté avec la réouverture des frontières au niveau du Ghana avec le déconfinement et maintenant la situation de la prison civile de Lomé, par exemple, qui fait exploser donc les chiffres et je pense que nous en reviendrons au cours de cette émission pour comprendre pourquoi il est important de ne pas du tout baisser de vigilance, rester toujours concentré sur les mesures barrières et surtout les mesures de prévention dictées par nos différents gouvernements, dictées par l'OMS, parce que ça reste de mise jusqu'à fin juin. Le président de la République du Togo l'a bien dit, c'est 3 mois d'état d'urgence. Il n'est pas question aujourd'hui que la population reste trop flattée par rapport aux chiffres. Les 3 mois, je pense que c'est un délai très raisonnable et si nous restons concentrés, nous restons vigilants, nous restons déterminés pour lutter contre ce virus, je pense que la victoire, elle est probable. Alors justement, les chiffres ne sont pas très optimistes et on voit le Togo est passé, quand je regarde les chiffres actualisés déjà hier à 174 cas confirmés avec ces 19 dont on parlait au niveau de la prison. À qui la faute ? Alors, au niveau de la prison civile de Lomé, vous voulez parler justement à qui la faute au niveau de la prison civile de Lomé ? Vous savez, la gestion des détenus, ou du moins la gestion de la vie carcérale est très difficile. C'est un domaine très difficile parce que nous, notre organisation M-Afrique, donc, a pour cible le milieu rural et le milieu carcéral. Déjà en 2008, nous avons entamé les premières études, les premières actions dans les prisons. Nous nous sommes rendus compte que c'est un milieu très difficile en termes de comportement des détenus, en termes de promiscuité donc des détenus par rapport aux places disponibles et les détenus qui s'y trouvent. Pour le cas du Togo, on tourne pratiquement autour de 150% de surpeuplement. Ça veut dire que la prison de Tchévier fait jusqu'à 600%. 600% exactement. Pour Lomé, on est autour de 211. 211, une capacité de 666 pour 1405 détenus à l'heure où nous parlons. Donc vous voyez que lorsque vous avez pratiquement le triple de l'effectif, c'est difficile de gérer tout ce qui est problème de santé, tout ce qui est prévention. Donc pour nous, lorsque le chef de l'État du Togo a décidé donc de gracier près de 1400 détenus pour décongestionner justement la population carcérale, nous avons dit il faut rapidement aller sensibiliser donc les détenus sur les mesures préventives et surtout donner des bavettes, des masques pour ceux qui sont donc libérés et qui vont regagner donc la maison parce que à ce niveau, en ce moment, on partait sur le principe selon lequel les prisons étaient des endroits encore bien protégés et que c'est justement à l'extérieur qu'il y avait le virus. Mais aujourd'hui, les données ont complètement changé. Il faut donc rapidement réajuster la stratégie de riposte justement de cette pandémie au niveau carcéral. Imaginez, pour une population de 1400
il y a déjà 22 détenus contaminés et une population surpeuplée. Il faut craindre vraiment le pire et je pense que nous aborderons cette question de stratégie pour pouvoir contenir rapidement l'infection dans les prisons du Togo. Et c'est pareil dans d'autres pays également. Nos prisons au sud du Sahara sont identiques. Ce que nous décrivons ici au Togo, c'est identique à Gagnoa, c'est identique à Yaoundé. Et pour nous, il faut donc une stratégie commune pour pouvoir limiter les dégâts, d'autant plus que ce sont des populations très vulnérables. Lorsque vous voyez le taux de prévalence au VIH-Sida dans les prisons civiles en Afrique, surtout au sud du Sahara, le taux avoisine pratiquement les 10 voire 15%. Donc, c'est des personnes qui sont déjà vulnérables et sujets donc à faire des complications liées donc au Covid-19 qui restent, quoi qu'on dise, mortels avec des taux allant de 12 à 15% de létalité. Alors, la prison, on le sait, c'est un espace de 4 murs. Et moi, j'aime une phrase qui dit « Le virus ne voyage pas. Ce sont les hommes qui voyagent avec le virus. Les détenus ne sortent pas. Si on a des cas, c'est qu'il y a eu des failles quelque part. » Oui. Là, il faut l'affirmer. Il y a eu des failles et ces failles sont d'ordre organisationnel. Vous savez, le problème au niveau des prisons, c'est qu'en amont, les détenus sont dans la population. Enfin, avant d'être inculpés, ils sont dans la population et ils commettent donc une bavure et on les incarcère. Ils passent souvent un temps dans les commissariats, dans les cellules vraiment restreintes également. Et pour nous, c'est là qu'il faut chercher à tuer le mal. C'est-à-dire, les gens, c'est vrai, sont dans leur prison, ils ne sont pas en contact avec l'extérieur, le virus ne voyage pas tout seul, mais il y a toujours les détenus qui reviennent depuis qu'on a libéré, pour le cas du Togo, les 1400. Nous avons demandé dans le temps combien de détenus en moyenne reviennent lorsqu'on les libère. Ils nous ont dit jusqu'à un taux de 30%. C'est énorme. C'est énorme. Donc, et nous avons dit dans ce temps que des personnes qui sont restées, par exemple, 2 ans, 3 ans, 5 ans, sans connaître l'extérieur, sans avoir accès à l'extérieur, lorsqu'ils sont libérés, ils vont aller voir les femmes de nuit dans les coins de joie. Et il faut protéger donc ces couches également. Vous comprenez, un détenu qui sort, certainement qu'il va vouloir se satisfaire. Je veux parler sexuellement, donc il faut aller sensibiliser également les filles de joie, les prostituées, pour qu'elles aussi justement se protègent, prennent des dispositions pour ne pas se contaminer. Donc vous voyez que ça devient assez complexe. C'est ça qui rend cette pandémie encore plus difficile à cerner, parce que à tous les niveaux, il faut que les cellules, la cellule de coordination, la cellule de lutte contre donc cette pandémie au niveau national, donc, ait tous les éléments. Et c'est pas du tout évident. Au moment où on parle des écoles, au moment où on parle des marchés, il ne faut pas perdre de vue les prostituées, il ne faut pas perdre de vue les prisons, il ne faut pas perdre de vue les commissariats, parce que justement, il y a le banditisme qui sévit. Et lorsque les gens commettent des erreurs, il faut les juger, vrai ou faux. Et avant de les juger, il faut les mettre en garde à vue, il faut les écouter. Et donc, vous comprenez que pour nous, le virus a quitté justement l'extérieur pour s'inviter dans nos prisons, dans nos prisons. Et c'est ici le lieu de ne pas, quoi qu'on dise, il faut rester assez mesuré, il ne faut pas culpabiliser, parce que le virus n'a pas fini de révéler tous ces mystères. Et pour nous, ici, c'est toujours s'interroger et attaquer, parce que nul n'a vraiment la clé magique pour lutter contre le Covid-19. Alors, puisque nous parlons ici de faille, cette faille s'est encore révélée avec cette évasion. On a pris 19 détenus qui étaient souffrants de Covid-19 qu'on a amenés dans le centre de traitement, et un détenu s'évade. Ça fait 2 évasions de ce centre qu'on nous avait dit après le cas du Béninois qui est rentré chez lui, qu'on a renforcé le dispositif. Il faut croire que la situation échappe aux autorités. Ici, il faut l'avouer, c'est une situation que nous n'arrivons pas à comprendre. D'autant plus que il y a eu quand même, quoi qu'on dise, avant le pic de 19 détenus testés positifs il y a 24 heures, il y avait quand même 3 détenus qui ont été déjà testés positifs.
et qui ont été donc conduits dans le centre de prise en charge national qui est le centre hospitalier régional de Lomé commune. Et les patients, les tout premiers, étaient internés au Cabano, qui est la structure de pénitentiaire à l'intérieur du centre hospitalier universitaire de Lomé, de Sylvanus Olympio. Et donc pour nous, lorsque nous voyons le dispositif sécuritaire qui a été toujours mis en place pour garder les détenus, on trouve quand même inadmissible qu'un détenu puisse s'évader dans un lieu sécurisé qui a déjà connu une expérience par le passé et dont, comme vous l'avez dit, les autorités avaient signalé que des mesures ont été renforcées pour protéger justement la population. Parce que lorsqu'un détenu s'évade, testé positif, laissons le cas du Béninois qui rapidement était assez conscient, qui a dit qu'il s'est rendu dans son pays pour être pris en charge auprès donc des siens. Ici, un détenu, je pense que la gendarmerie doit faire vraiment son travail pour retrouver dans les plus brefs délais et la population doit collaborer justement pour aider parce que c'est un cas positif. Quel que soit le Zémédian, le taxi-moto qu'il va prendre, le taxi qu'il va prendre, les hommes, les femmes qu'il va rencontrer, toutes ces personnes sont des personnes contacts et il faut retracer toutes ces personnes, ça devient très compliqué et c'est ici l'occasion d'en appeler à la coopération de tout un chacun pour que ce détenu soit rapidement maîtrisé parce que c'est un danger ambulant et il faut craindre parce que c'est pas du tout agréable. On ne sait pas là où il se cache, on ne sait pas qui il est en train de contaminer. Est-ce que c'est une revendeuse de bouillie qui est en contact avec ce détenu? On ne sait pas. Est-ce qu'il s'est caché quelque part avec qui est le complice qui joue à ce jeu pour le protéger? Ce dernier court des risques. Donc pour nous, il faut vraiment que ce détenu soit dénoncé rapidement pour pouvoir limiter la propagation donc, du virus. Mais on a vu aussi qu'avec ce virus, les personnes qui sont testées positives, on ne révèle pas leur identité parce qu'il y a toute une stigmatisation aussi qui va avec. Il est important que dans le cas de ce détenu, puisque la population doit collaborer, qu'on révèle son identité. Oui, je pense qu'il faut révéler son identité parce que lorsqu'on ne révèle pas l'identité justement des personnes infectées, c'est dans le but de protéger leur image, d'éviter la stigmatisation, mais pour un détenu qui s'évade, ça devient un danger public et il faut rapidement prendre des mesures idoines pour que la population soit protégée. C'est une question de santé publique maintenant. Lui, il devient un cas isolé, un cas à traiter avec beaucoup de mesures drastiques pour pouvoir limiter donc la propagation du virus parce que il est mal intentionné et il faut arrêter. Alors, dans la prison maintenant, les 19 qu'on a vus, on va être très clair. On sait que ce virus est très contagieux. Il y a probablement des dizaines d'autres qui sont contaminés en prison actuellement. Exact. Il faut le dire parce que pour nous, je pense que lorsque vous savez, le Covid-19, c'est l'iceberg, c'est l'iceberg vraiment qu'on voit lorsqu'on dépiste 10 cas, 20 cas. Il y a eu des études qui ont été faites. Lorsque vous détectez un cas, c'est que il faut multiplier par 20, 25 pour avoir une idée approximative de ce que cela peut être. D'autant plus que on dépiste pour le moment que des personnes contacts, des personnes qui ont voyagé et des personnes à risque. Et des personnes à risque, c'est le personnel médical par exemple. Et d'être contaminé, le personnel médical qui risque donc d'être infecté parce que c'est à l'hôpital que tout le monde vient lorsqu'il est malade et lorsque vous voyez les signes cliniques du Covid-19, je vous dis à 90%, c'est le paludisme. Ce sont les signes du palu. Et pour nous, il faut donc que régulièrement, le personnel médical soit dépisté, soit testé pour pouvoir aider aussi la population à ne pas être contaminée. Donc tout le personnel médical testé positif donc, peut prendre conscience du renforcement des mesures préventives pour pouvoir
contenir donc la propagation du virus parce qu'ils ont aussi une famille. Ils peuvent contaminer leurs enfants, leurs femmes, et puis ces derniers peuvent aussi contaminer le reste de la population. Donc le personnel médical, je saisis donc cette opportunité pour lancer un appel. C'est une erreur si le personnel médical n'est pas testé régulièrement. Normalement, chaque semaine, on doit tester le personnel médical. Pour le Togo, c'est à peine 1200 agents de santé. Ce n'est pas un nombre assez conséquent. Mais pour la santé publique, pour la lutte contre cette pandémie, je pense que les autorités doivent faire un effort dans ce sens. Revenons à votre question. Nous estimons que à partir de ces cas, les 22 détenus testés positifs à la prison civile de Lomé, il est important qu'on mette en place de nouvelles stratégies. C'est celui qui a fui, le détenu qui s'est évadé, n'est que peut-être, si on veut être positif, pour nous qui faisons donc le coaching, le développement personnel, on peut prendre ce cas et le rendre positif, d'autant plus que il a fui. Ça montre que le système sécuritaire a des failles. On ne peut pas déployer 19 gendarmes pour 19 détenus. Donc, je pense que maintenant, il faut changer de stratégie de façon à ce que tous les détenus restent sur place, mais en créant donc une structure sanitaire sur place et que ça soit dans toutes les prisons. Au Togo, nous avons 14, sinon 13 prisons civiles et la brigade des mineurs pour les enfants. Donc nous pensons que voilà, pour les enfants, on peut encore, ils ne sont pas nombreux, ils sont à peine 29 enfants donc détenus. Et je pense que pour les 13 prisons civiles, il faut rapidement mettre en place des unités de soins spécialisés contre le Covid-19 pour que les détenus justement ne quittent pas leur territoire carcéral pour pouvoir aller vers les centres retenus pour la prise en charge. Mais il faut aussi peut-être pouvoir, au niveau de la prison, faire un test de masse, c'est-à-dire tester tout le monde pour savoir qui est et qui n'est pas infecté. Oui, je pense que ça fait partie des stratégies. On peut les énumérer. Il faut 3 actions fortes. D'abord, il faut qu'en amont, lorsque les prévenus sont dans les cellules, dans les commissariats, il faut adopter les mesures barrières. C'est-à-dire qu'il faut que tous les prévenus maintenant aient un masque. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Et une fois qu'ils doivent intégrer les prisons, il faut faire un test au Covid-19 à tous les prisonniers, ou du moins à tous les prévenus qui doivent aller dans le milieu carcéral. Et à l'intérieur du milieu carcéral, créer un centre d'isolement allant de 10 à 50 lits pour juguler les 2 semaines d'observation, de façon à ce que tous les détenus qui rentrent, tous les prévenus qui rentreront donc dans une prison puissent être isolés pour 2 semaines. Faire au moins 2 ou 3 tests avant donc de regagner la grande cour, comme eux-mêmes ils le disent. Et après maintenant, faire en sorte que régulièrement les détenus soient testés. Donc pour la gestion de la crise, je pense que dans cette semaine du 11 au 16, il faut que tous les détenus soient testés, soient dépistés. C'est très important parce que ça permettra maintenant d'isoler les cas positifs et qu'on les met sous traitement. Mais nous pensons aussi que vu le cadre assez circonscrit, il va falloir quand même proposer des mécanismes nouveaux. Pourquoi pas mettre tous ces détenus, ils sont environ 4880 détenus sur tout le territoire, les mettre sous traitement préventif ou curatif, je n'en sais rien, à la chloroquine. C'est possible. Parce que là, je vous dis, le taux de vulnérabilité dans les prisons tourne autour de 15 voire 25%. D'abord, ils sont mal nourris pour la plupart. Et on interdit maintenant, depuis le 13 avril, le gouvernement a interdit les visites dans les prisons. Donc, tous les détenus sont contraints à s'alimenter par ce qu'on leur propose. Et pour nous, il faut réfléchir pour voir comment mettre en place des mécanismes, certes, qui ne sont pas peut-être ouverts pour tout le grand public, mais pour des milieux assez spéciaux comme les prisons, voir comment ne pas traiter donc ces patients avec de l'hydroxychloroquine ou bien d'autres tisanes. L'université de Lomé vient de sortir tout un dépliant, tout un document de remèdes, de plantes. Je pense qu'on peut renforcer l'immunité donc de ces détenus
revoir leur ration alimentaire très rapidement pour pouvoir leur donner beaucoup de force pour pouvoir maîtriser donc l'évolution du virus dans leur organisme. Et docteur Kodom, est-ce qu'avec la situation actuelle, il est encore permis d'être optimiste parce que on le voit, l'Afrique est relativement épargnée par rapport à ce qu'on a vu en Europe, aux États-Unis, mais est-ce qu'il est permis de garder cet optimisme-là, cette allure? Pour moi, l'optimisme peut être gardé, mais la sensibilisation doit être proportionnelle à l'optimisme dont on veut avoir. Malheureusement, ça fait de cela 5 voire 10 jours, les gens relâchent. Oui. Tout simplement parce qu'il y a trop de communication optimiste autour donc, de la gestion de cette pandémie. Depuis que le Madagascar a sorti la formule magique de traitement, les gens pensent que voilà, le traitement est accessible. Depuis qu'on dit voilà, l'hydroxychloroquine peut soigner les patients, les gens restent optimistes. Et aussi la très mauvaise communication, c'est les cas positifs, guéris qu'on brandit et qui amènent le citoyen lambda à croire que ben voilà, au fait, c'est une maladie dont on peut guérir. Malheureusement, lorsque nous sommes à cette phase de la maladie où nous redoutons, nous tous, la contamination communautaire, c'est de faire en sorte que la population prenne conscience que nous devons changer de comportement. Le Covid-19 doit nous amener à avoir d'autres aptitudes, d'autres comportements au sein de la société en termes de santé publique. Se laver régulièrement les mains, c'est ce qu'on dit, mais combien de personnes le font? Nous devons donc peut-être nous éduquer pendant 3 mois, 6 mois à nous laver régulièrement les mains, au moins 6 fois par jour. Le compter. Nous ne devons pas baisser les bras, les mains, la garde. Et surtout, ceux qui pensent que justement, ils peuvent être guéris donc, de ce virus. C'est vrai, mais nous, en Afrique, il y a aussi des vieillards qui sont dans nos maisons. Et donc, nos vieux risquent de vite partir s'ils sont contaminés parce que justement, c'est des sujets à risque. Des sujets à risque d'une grande vulnérabilité. Donc, pour nous, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment intérêt, il y a nécessité de rester toujours concentré sur les mesures barrières, sur les mesures préventives dictées par nos différents gouvernements et l'Organisation mondiale de la santé. Parce que on n'a rien à perdre, sinon qu'on a qu'à gagner si on respecte ces mesures. Parce que justement, le virus fait des dégâts, des milliers de morts, déjà 4 millions de contaminations, près de 300 000 décès. Je pense que l'Afrique aujourd'hui est le dernier continent à être contaminé, le dernier continent qui a plus ou moins la chance de contenir la pandémie. Il faut qu'au moins, à la fin de cette pandémie, l'Afrique soit citée comme le meilleur élève. Je pense que nous ne devons pas baisser la garde. C'est vraiment important, au moins une fois, qu'on nous cite comme de bons élèves. Alors la baisse de garde, vous le dites, on le voit, de moins en moins de personnes portent des masques, le lavage de mains, on ne le sent plus trop. Ça, c'est la faute aux gens ou c'est la faute à la communication qui a été mise en place finalement, comme vous le dites? C'est la faute à la communication qui a été mise en place. C'est la faute à la communication. Pour moi, dans le cas d'un changement de comportement, c'est la communication. Lorsque les gens banalisent finalement le mal, inconsciemment, on trouve que on est plus vulnérable. Donc c'est la communication. Et j'ai toujours l'habitude de dire, il ne faut pas paniquer la population, mais il faut dire la vérité à la population. Je vous donne un exemple. Lorsqu'il était question au début donc, de cette pandémie de ne pas porter les masques, nous étions les quelques rares qui avions dit de porter les masques. C'était déjà autour du 10 mars, nous disions déjà que c'est inadmissible. Vu le mode de contamination, vaut mieux porter le masque, être protégé, que de dire, voilà, c'est pour le corps médical, et ainsi de suite. Pour nous, ça n'a pas de sens. C'est la même chose. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à être infecté, à être guéri, ou vous voulez opter pour être infecté et guéri, ou bien vous voulez opter pour ne pas être contaminé et rester sain? C'est la communication qu'il faut faire. La communication doit partir de ces deux éléments. On dit, nous sommes 10 dans cette salle. Quels sont ceux qui sont prêts à être contaminés et qui peuvent être soignés? Venez à gauche. Ceux qui veulent rester, ceux qui veulent respecter les mesures préventives, ne pas être contaminés, restez à ma droite. Mais je suis sûr que
10 personnes, les 10 vont venir à ma droite parce Bien que je ne sûr. veux pas être contaminé. Donc voilà la communication, comment l'angle de la communication, de façon à ce que ça soit la vérité. Vaut mieux protéger sa famille, vaut mieux protéger ses enfants en respectant les mesures barrières dehors que d'être laxiste et de ramener malheureusement le virus à la maison. D'autant plus qu'il y a des porteurs sains, Oui. des porteurs Ouais. asymptomatiques. Ouais. Donc, celui que vous rencontrez dehors, forcément, ne présente pas les signes cliniques de la maladie, ne fait pas la maladie, mais a le virus en lui et qu'il peut transmettre. Donc, je pense que nous devons rester très concentrés sur le message de prévention lié à la sensibilisation et surtout communiquer sur les cas guéris et aussi les décès, décrire comment ces personnes souffrent avant de mourir. Parce qu'on a l'impression que on ne communique pas assez sur comment les gens meurent du coronavirus. Oui, oui. Moi, je n'ai pas entendu beaucoup de communication autour de ça. On parle beaucoup plus il y a eu des guéris. On se félicite. On classe même les pays qui ont plus de guérisons. Mais je dis que c'est quand même, ce n'est pas une maladie on ne fait pas l'apologie du coronavirus. Au contraire, c'est des milliards qui sont engloutis dans cette histoire-là. C'est le système économique qui s'effondre. Et je me demande si certains pays vont résister. C'est des gens qui vont perdre leur emploi. Oui. Et par rapport à ces conséquences économiques, à ces conséquences sociales, je pense que nous devons adopter plutôt des mesures préventives pour pouvoir maîtriser et sortir de cette phase aiguë de la pandémie dans nos pays. Docteur Michel Kodom, merci à vous d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le président de l'Association internationale des médecins pour l'éducation et la santé M-Afrique. Nous allons marquer tout de suite la pause et juste après, on va passer à Regard croisé.